Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue sur votre émission préférée sur Canal 10, Mystère et Culture. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la dernière fois, on a parlé de la langue créole. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer avec notre référente absolue sur ces questions de mystère et de culture. Coûter pour tonne et tonne pour comprendre. Alors, bonjour, Madame Marie-Hélène Jacques-Bégoali. Oui, surtout ne vous trompez pas de nom. Ah non, c'est grave. C'est grave. Vous savez pourquoi c'est grave? Ça dépend aussi des moments, surtout. Vous savez pourquoi c'est grave? Parce que certains m'en voudraient. Les gens m'en voudraient parce qu'ils savent que vous êtes notre référent absolu sur cette question-là et il n'y a pas de raison de changer une équipe qui gagne. Tout à fait. Et vraiment, la dernière fois, on a parlé du créole. Du créole comme langue. Les problèmes de domination de langue, d'existence de cette langue ou pas, est-ce un baragouin ou est-ce plus que cela, son introduction dans le milieu scolaire à cause du magico-religieux. Aujourd'hui, vous nous dites que le créole est dans la modernité, comme phénomène moderne. Moi, je croyais que c'était une affaire ancienne, une affaire dépassée, archaïque. Comment un sachant peut-il nous expliquer que le créole est dans la modernité? Comment est-ce possible? Alors déjà, je ne voudrais pas oublier de saluer ceux qui nous regardent, particulièrement ceux qui me disent « je serai devant mon petit écran ». Donc je leur dis bonjour, merci, je salue tous les téléspectateurs de Canal 10. Et donc effectivement, si nous rappelons notre dernier thème, il était question du créole en milieu scolaire et on a vu justement les retombées et les situations subtiles aussi qu'il y avait autour du créole, mais là, on avait axé le créole particulièrement sur la langue. Et voire même plus dans l'oralité, mais il y a aussi la langue, il faut écrire la langue. Et quand on l'a écrite, il faut aussi la lire. Bien sûr. Donc, ce sont déjà trois aspects qu'on n'a pas pu tout développer. C'est pas possible. Et puisque le mois d'octobre, c'est le mois du créole, c'est vrai, il y a la dictée, il y a tout cela. D'ailleurs, je profite pour saluer, je m'en voudrais de ne pas le faire, une amie, une collègue, je l'ai connue, elle était jeune et je tiens à la féliciter parce qu'elle est justement inspectrice d'académie, c'est Cathy Pietrus, et qui a fait un travail extraordinaire. D'ailleurs, elle est inspectrice pédagogique régionale des langues vivantes dans le créole, mais je me souviens de son histoire. Elle était jeune enseignante à l'époque, j'étais encore jeune, mais elle était plus jeune que moi, et elle avait, à l'époque où je préparais au CAPES créole, elle avait passé le CAPES, mais le CAPES s'était passé à La Réunion. Et elle n'avait pas obtenu son examen alors qu'elle le méritait. Donc il a fallu plusieurs interventions en haut lieu. Pourquoi? Parce qu'il a fallu prouver que le créole, l'oralité du créole n'est pas pareille en suivant l'espace géographique, et l'écriture étant étroitement liée à l'oral, à tout ce qui est phonétique. Elle avait fait un sans faute dans sa présentation, mais avec la langue créole de la Guadeloupe. Et elle a réussi, donc je la félicite, voyant le parcours qu'elle a fait. Je suis contente pour elle parce que c'est une bosseuse, voilà, elle le méritait. Elle le mérite plutôt. Voilà, je poursuis, et donc je dis que, voyez, le créole, rien qu'autour de la langue, par rapport aux espaces géographiques, c'est déjà tout un monde. On pourrait en parler pendant plusieurs émissions. Mais aujourd'hui, le créole comme phénomène de modernité, pourquoi? Il ne s'agit pas ici de s'arrêter sur la langue, mais surtout ce qui renvoie au vivre créole. Le créole, c'est pas que la langue, il y a tout un ensemble. Il y a par exemple, il y a le logement, il y a le logement, il y a les vêtements, il y a la nourriture, il y a aussi la politique, la religion aussi. Donc, et avec toutes les retombées possibles en rapport avec les représentations et ce qu'on nous a inculqué
de façon à ce qu'on puisse s'inscrire dans une culture cachée. Donc la modernité, c'est quoi? C'est voir l'évolution qu'il y a autour de ces différents thèmes du vivre créole. Et donc, si je prends l'exemple de la nourriture, qui me vient à l'esprit, un court bouillon de poisson, il n'est pas fait de la même manière ici qu'en Martinique ou en Guyane, voire même entre la Grande Terre et la Basse Terre. Oui. On avait vu pour la langue, c'était pareil, en fonction des espaces géographiques. Il y a aussi la politique. La politique, je me souviens, quand j'étais jeune, enfant même, quand on parlait des candidats qui se présentaient aux élections, et donc on se moquait d'eux par rapport à la manière de s'exprimer, mais c'était leur manière créole à eux de s'exprimer, mais ils avaient une telle foi dans ce qu'ils avançaient, dans ce qu'ils disaient, et surtout un engagement sérieux. Donc beaucoup d'entre eux ont été élus à l'époque. Et donc la modernité a fait que ce créole, cette situation de créole, je dirais, qui à un moment donné était tout de même respecté, par la suite a été ridiculisé et a fait place à ceux qui parlaient la langue de Molière. Donc il y a cela, il y a la tenue vestimentaire. On parle beaucoup de robes créoles, mais quand on regarde maintenant les robes créoles modernisées, je dirais, vous pouvez trouver des robes créoles maintenant très jolies, mais vous avez le pantalon en bas. Donc c'est pas le jupon, mais le pantalon. Donc ça ne s'oppose pas à la tradition. Ça ne s'oppose pas à la tradition, mais il y a quand même une modification. D'accord. Il y a quand même une modification. Et ce qu'il y a, c'est que on pourrait donc prendre l'ensemble, parce qu'il y a aussi le côté économique. Oui. Il y a aussi le côté économique. Et c'est un ensemble d'éléments qui nous renvoient donc à cette manière de vivre aux Antilles et qui est touché du doigt par la modernité à tous les niveaux. Il y a aussi le logement. Comment parler du logement créole sans faire référence à l'architecte Berthelot. Bien sûr, bien sûr. Donc, et de mémoire, je me souviens, j'avais une amie, une jeune, nous étions jeunes collègues, et elle faisait partie, elle était mariée, elle faisait partie des jeunes couples qui avaient pu à l'époque construire avant 30 ans. Avant l'âge de 30 ans. Oui. Et je me souviens, un jour que nous allions en journée pédagogique, à l'époque, ça existait, c'était le jeudi, et elle nous racontait comment elle était déçue de pouvoir construire, mais de ne pas faire le toit de sa maison comme elle et son mari le souhaitaient. Parce qu'on leur a imposé ces fameuses barres de glace, moi je les appelle barres de glace, et que nous voyons encore. Alors maintenant, il y a certains qui posent, parce que après Hugo est venu régler tout ça, oui, mais tout le monde remettre les pendules à l'heure. Et donc, on a bien compris que par rapport à l'espace géographique que nous habitons et qui a un symbole basé sur tout ce qui est créole, oui, et qu'il fallait le respecter, donc certains maintenant posent leur charpente sous ces barres de glace. Bon, d'autres disent, bon, c'est fait. Si les enfants veulent changer, ils vont changer. D'accord. Donc c'est en lien avec notre façon de vivre, en fait. Oui, en lien avec notre façon de vivre, tout à fait. Oui, oui. D'accord. Et donc, il y a aussi de vivre, mais aussi le fonctionnement, oui, toujours du rapport dominant-dominé, qui est là subtilement, et qui nous conduit à, je dirais, à la réflexion, ou plutôt à faire attention. À faire attention à ce qui se passe, parce que souvent les choses sont présentées sous forme de façon laïque, mais sous cette apparence laïque, si on ne fait pas attention, certains aspects de notre vie créole vont disparaître. Et je prends, puisque nous avons débuté sur le créole au mois d'octobre, parce que c'est le mois d'octobre, nous continuons parce que c'est aussi encore le mois d'octobre, mais nous sommes très proches de la période de la Toussaint. Nous n'allons pas tarder à changer de mois. Oui. Et donc, ce qui nous permet de glisser, je dirais, sur cette fête qui est celle de la Toussaint. D'accord. Alors, c'est une fête qui est moderne. Oui. Ouais, parce qu'elle existe ici et maintenant. Et vous nous dites que
on peut, à travers la Toussaint, se rendre compte que le vivre créole, l'être créole, est non pas un phénomène en décrépitude, ni un archaïsme, mais s'inscrit dans la modernité. Alors, comment ça se décline? Comment ça peut se voir, cela? Alors, s'agissant de la Toussaint, il faut savoir que qui dit la Toussaint renvoie à la mort. La réflexion sur la mort, on voit la mort, on pense aux défunts, parents, amis, connaissances, et donc on sait que c'est une période importante pour nous. En tout cas, une fête, surtout quand on s'arrête uniquement à la Toussaint, on sait qu'elle est importante pour nous. Et ce qu'il y a, c'est que la Toussaint aussi a été touchée dans son aspect créole. Oui. Et notamment par rapport à la religion. Quand on regarde la religion, chez nous c'est une fête religieuse, mais quand on regarde, on a beaucoup axé la Toussaint sur la fête sur les morts, oui. Et donc les gens se rendent au cimetière. Ils se rendent au cimetière, pourquoi? Pour nettoyer le cimetière, bien sûr. Et on est passé de ces tombes réalisées avec les conques de Lambie, les conques à Lambie, et qui de plus en plus disparaissent. Ça, c'est une chose. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que le nettoyage se faisait, ou se fait encore, d'ailleurs d'ici demain, les cimetières, on le verra, vont, une semaine avant, on se prépare. On prépare les caveaux, on nettoie les allées. Et la différence qu'il y a par rapport à la modernité, c'est que dans le temps, on se rendait en famille. On se rendait en famille au cimetière pour nettoyer, on y retournait plusieurs jours. Alors, vous me direz que les femmes ne travaillaient pas autant que maintenant. Vous me direz que pendant la période des vacances de la Toussaint, les enfants pouvaient aller avec leurs parents peindre ceux qui avaient des caveaux. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que c'était des moments de rencontre en famille, non seulement avant la Toussaint, mais aussi le jour même. Bon, alors les choses se sont déplacées, c'est-à-dire que depuis un quart de siècle, au niveau de la religion elle-même, qui instaurait la Toussaint, la fête des morts, le 1er novembre, et bien maintenant, cette fête, elle est déplacée depuis un quart de siècle. On nous immisce dans le fait que ce n'est plus le 1er novembre, mais le 2 novembre. Et le 1er novembre serait, comme il porte son nom d'ailleurs, la fête de tous les saints. Donc le 1er novembre. Donc vous voyez, autour d'une même religion déjà, il y a une modification au niveau des comportements qu'on avait autour de la Toussaint. Ça, c'est une chose. Donc, d'ailleurs, vous avez des personnes qui, jusqu'à maintenant, vont au cimetière le 1er novembre et ne vont pas le 2. Ah oui. Ils ont été formés comme ça et restent comme ça. Mais mis à part une même religion, il y a d'autres religions qui sont venues porter une sorte d'évolution autour de la mort, faisant que certains ne vont pas au cimetière. Certains ne vont pas au cimetière et par rapport à ce qu'on leur a inculqué. Mais cette façon d'honorer, je dirais, c'est le terme qui est employé, honorer les morts, se fait de façon illuminée, je dirais. Donc, le déplacement par rapport à la modernité, comme phénomène moderne, autour de la Toussaint, c'est que avant on achetait des bougies, puis on s'est mis à acheter des lampions. Oui. Maintenant, on achète des lampions et des lampes qui durent plus longtemps. Et il y a aussi les fleurs. Il y a aussi le phénomène de fleurs. Moi, quand j'étais enfant, j'ai vu les fleurs pour les morts que le jour de l'enterrement. Et c'était même pas des fleurs, on appelait ça des couronnes fleuries. Et après, la question donc qui renvoie à l'économie, tout touche toujours du droit à l'économie. Donc maintenant on fait les fleurs. Donc ce qu'il y a, c'est que ce déplacement de modernité fait que il y a une modification de tout ce qui concerne les comportements autour des attitudes créoles, je dirais. Et ce qui je m'imagine un cimetière uniquement avec des tombes faites
avec les conques alambics comme par le passé. D'ailleurs, on a des photos qui montrent comment c'était très beau. Hein? Comme il y a aussi le cimetière de Mornalo qu'on ne peut pas ne pas citer. Je pensais que vous alliez m'interrompre pour me le rappeler. Je savais mais que vous avec les carreaux. Parler de Mornalo, de ce cimetière. J'en sais absolument vous. Voilà, donc avec les carreaux noirs et blancs, bien sûr. Et je disais, cette évolution fait que il faut qu'on sauvegarde ces comportements. Et d'ailleurs, au niveau des achats, lampes, lampions, même les bougies, hein, et je sais qu'on en trouve à Conques Parfum, et même peut-être que ce serait une bonne période pour ceux qui fréquentent Conques Parfum d'y aller pour cette raison. Sans se cacher. Sans se cacher, on ne se cache pas pour acheter des bougies ou des lampions dans le cadre de la Toussaint, mais c'est surtout parce que Conques Parfum, c'est un magasin comme tout autre et qui, en ce moment, s'inscrit dans la période des soldes. Donc il y a des remises, je crois même de 50%, j'ai vu une publicité qui en parlait. Et donc, je disais, donc voilà, les bougies, les lampes, les lampions, les fleurs aussi, et aussi, on a parlé la dernière fois, des prières. Les prières qui peuvent se faire en créole. Il y a des gens qui vont sur les tombes de leurs parents, qui disent bon maman, papa, là aussi, au lampe, à ça vous l'auriez. Les gens font leurs prières avec leur cœur. Peut-être, je vous interromps, peut-être que Conques Parfum, je provoque Conques Parfum, tout écrivain, ferait bien de formaliser un peu, parce que ces prières du cœur qui se perdent, est-ce qu'elles ne mériteraient pas, en vertu de la modernité bien comprise, qui n'est pas en contradiction avec la tradition, mais qui s'inscrit dans sa préservation, parce que Jaurès disait qu'on ne peut pas opposer le feu et la cendre. Hein, tout ça participe d'une même volonté. Pourquoi ne pas écrire des prières en créole, parce que je suis persuadé qu'il y a du texte original à traduire, mais aussi les prières du cœur, que je vois bien certains se lancer là-dedans. Hector Poulet, s'il nous écoute, ou d'autres, je les vois bien. Il y a Francis Dorba aussi. Tout à fait, on pourrait s'essayer à cela. Et celle que nous venons de citer, Cathy Pietrus, elle peut travailler sur le créole en dehors du cursus scolaire. Voilà. Moi, je rêve d'un autre père comparatif. Dit pendant la Toussaint, pourquoi pas? Pourquoi pas, oui. Traduit en créole. Oui, de toute façon, nous sommes là pour non seulement éveiller les consciences, mais faire des suggestions, pourquoi pas, et puis les gens font ce qu'ils veulent. Nous n'avons pas un fonctionnement dogmatique, mais tous ceux qui peuvent, voilà. Donc, pour revenir à la Toussaint comme modèle, donc comme phénomène moderne qui évolue, de même que, mais on peut se poser la question aussi d'où est sorti, d'où vient la Toussaint, depuis quand on parle de la Toussaint, voilà. Et c'est vrai que chaque émission que nous faisons, dès que nous pouvons renvoyer le téléspectateur non seulement à la réflexion, mais aussi à une référence, puisque la dernière fois nous l'avons fait pour la langue, quand il a fallu expliquer l'origine de la syntaxe avec Ben Toliné. Et aussi la sémantaxe avec Mboli. J'espère que je dis bien le nom africain, le nom de l'auteur, et qui a montré bien que la source, l'origine, en tout cas de la sémantaxe surtout, trouvait bien son origine en Égypte. Donc pour la Toussaint aussi, je pense que nous sommes à l'ère de la recherche, à l'ère de ne plus répéter bêtement tout ce qui nous est inculqué. On peut écouter, on doit d'ailleurs écouter, mais quand on écoute, on se dit, qu'est-ce qu'on en fait? D'où ça sort? D'où ça vient? Pourquoi ça m'a été dit? Ou quelle est la référence? Et en matière de la Toussaint, il y a
Je voudrais citer le livre de Guillaume Titiana. C'est pas la première fois que je le cite parce que il fait un travail de recherche en profondeur par rapport à l'origine de bien des choses, particulièrement en ce qui concerne la spiritualité. Et donc, dans son livre que j'ai lu d'ailleurs, Jésus, un initié de la méritocratie égyptienne, qui explique que la Toussaint que nous appelons ici correspond en Égypte à la fête de la lumière. C'est-à-dire qu'on allume 365 lumières correspondant au nombre de jours de l'année, mais montrant ainsi que la Toussaint prendrait son origine là, mais pas sous la forme qu'on nous l'expliquait, mais plutôt sous une forme initiatique, c'est-à-dire qui renvoie à un symbole. Et le symbole, c'est quoi? C'est celui de sortir des ténèbres pour aller vers la lumière. Tout à fait. Donc, c'est le genre de réflexion que nous devons mettre en place, aller en profondeur, écouter Guillaume Titiana, mais écouter d'autres aussi. Pourquoi pas se retrouver ensemble pour échanger, pour discuter, parce qu'on dit, puisque jusqu'à présent, jusqu'alors, nous avions entendu qu'un son de cloche, c'est-à-dire avant l'arrivée de la première religion qui est arrivée ici avec les missionnaires, il y avait qu'un seul son de cloche. Après, on a bien assisté au fait qu'il y a eu d'autres religions émanant des États-Unis, pas de l'Afrique, émanant des États-Unis, et qui nous ont permis de prendre du recul sur certains points. Mais la tristesse, c'est que chacun se défend de maintenir la vérité. Et c'est là la difficulté, justement. Et la difficulté, c'est surtout avec ceux qui ne veulent pas se mêler aux autres. Parce que c'est comme ça et c'est pas autrement. Mais heureusement que nous avons affaire à des humains qui ne sont pas des bénis, qui veulent absolument comprendre pourquoi. Et d'ailleurs, ça se vit dans bien des situations. Ça a été le cas des Nègres-Marrons à l'époque, qui ne comprenaient pas, qui n'acceptaient pas et qui avaient bien compris et la question identitaire était touchée dans sa chair. Donc, nous sommes au XXIe siècle et nous avons encore à régler ce genre de problème, et nous ne pouvons le faire qu'en allant vers la vérité, qu'en allant à l'origine des faits et faire des croisements. Mais si on ne se retrouve pas pour faire les croisements, le travail se fera quand même. Vous et moi déjà là, tous les 15 jours, nous semons des graines. Chacun en fait ce qu'il veut. Mais nous ne sommes pas les seuls. Et je pense que ceux qui parlent de sagesse, ceux qui parlent de vérité, ceux qui parlent d'aller à l'origine, devraient accepter de se retrouver avec les autres pour en discuter et avec preuve à la main. Tout à fait. En tout cas, une chose est certaine, et sans doute aller vous rejoindre, sortir du dogme et pour se rencontrer dans la spiritualité qui a un côté universel. Et je pense que ici, à Mystère et Culture, c'est aussi notre mission, ne juger personne, mais encourager chacun à travailler, se questionner et savoir ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, mais le faire de manière éclairée. Oui, et savoir pourquoi il le fait. Exactement. Oui. Pourquoi il le fait. Voilà. D'accord. Donc il y a la Toussaint, donc cette fête que nous vivons et donc qui s'inscrit qui fait du cimetière entre le 1er et le 2 novembre un lieu brillamment illuminé, on dira. Oui, brillamment illuminé. C'est pas nous interpelle puisque nous avons été élevés là-dedans, nous connaissons, mais devrait continuer à nous permettre nous devrions continuer à nous interroger. Voilà. Nous interroger. Qui dit vrai, qui pas vrai, dogme, non, pas de dogme, mais échangeons plutôt. Le temps s'est écoulé. Oui, bon. C'est extraordinaire. Alors, selon notre méthode habituelle, vous avez la parole, malheureusement, pour 30 secondes, nous dire l'essentiel d'aujourd'hui, peut-être une perspective pour demain. Bien, écoutez, c'était l'occasion aujourd'hui
de lancer une réflexion et autour de la Toussaint, autour de la mort, qui est nettement différente des morts. Donc peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir au cours du mois de novembre. Mais en tout cas, on a découvert que la fête que la Toussaint prendrait sa place autour d'une fête initiatique, ça c'est une chose, mais tout n'est pas perdu parce qu'il y a quand même de cela, si certaines questions étaient remises en cause il y a un quart de siècle par rapport au premier et le 2, mais aujourd'hui encore le travail se poursuit dans la mesure où il y a heureusement le groupe, l'association Groupe à Congo qui maintenant depuis quelques années, je crois 5-6 ans, pour la fête de la Toussaint, renvoie à l'origine de cette manière dont on fait référence à l'âme du mort, alors que d'autres disent que ça n'existe pas, c'est de la bêtise, mais qu'est-ce qu'on en sait, puisque ceux qui le disent n'ont jamais été... En tout cas, le débat est ouvert. Ne sont pas morts. Et oui, voilà. Et donc, peut-être qu'effectivement, nous allons nous retrouver dans 15 jours, c'est-à-dire le 10 novembre. Et donc, probablement, nous allons rester sous le thème, puisque nous serons la mort, les morts, le cimetière, les veillées. Moi, je ne sais pas de quoi encore on va parler, mais on va rester autour de cette thématique. Ok, en tout cas, celle de la sauvegarde du patrimoine. La sauvegarde du patrimoine, ah oui, tout à fait, la sauvegarde du patrimoine et aussi et surtout de nos croyances africaines. Parfait. Parce qu'on parle de croyances, mais lesquelles? Et bon, donc, ne pas négliger les croyances africaines. C'est parfait. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, nous continuons. Vous continuez sans doute chez vous. Mystère et Culture vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Merci de nous avoir suivis.